À mesure que s'élève le niveau des forces productives, les rapports humains s'élargissent et imposent un contenu de vérité toujours plus riche à la forme primitive de l'essence sacrée. Au stade originaire de l'économie errante, les rapports de coopération posent chaque producteur en une totalité immédiate avec ses moyens de production et la reconnaissance de la propriété l'intègre dans l'être même du propriétaire comme son statut permanent. La conscience s'identifie avec l'objet dans un horizon de participation mystique qui enferme les rapports humains dans un réseau étroit d'obligations rigides. Le mariage n'est qu'une forme remarquable de la propriété statutaire, telle qu'elle se constitue dans l'échange des services. Cependant, dans le cadre de la famille se développent de nouvelles forces productives qui déterminent une première libération du sujet humain. L'économie domestique et les débuts de l'accumulation font surgir l'échange de biens, où le propriétaire se détache pratiquement de sa propriété et s'affirme ainsi dans son existence proprement humaine. Cependant, le mouvement de la richesse ne profite qu'à un petit nombre, et l'indépendance de la personne, telle qu'elle vient de se constituer dans les rapports réels, prend pour le sujet la forme mystique d'un pur prestige, où le maintien de l'acte d'accaparement sous sa négation idéale aboutit à l'établissement de la propriété nobiliaire. Au stade primitif du droit statutaire, chacun disposait pratiquement des mêmes moyens de production, et la puissance magique restait encore peu individualisée. Avec la concentration de la richesse apparaissent les esprits personnels qui justifient la fortune des chefs. Cependant, dans le cadre de l'exploitation féodale se développe l'agriculture et l'artisanat qui imposent une simplification de la circulation des richesses par la médiation de la monnaie. L'échange des marchandises libère les rapports humains des déterminations naturelles des liens du sang où les enfermait encore le statut féodal. Par là, la production ne se limite plus aux étroites perspectives de la valeur d'usage. Elle s'organise en fonction de la valeur d'échange qui détermine objectivement la forme d'une universalité rationnelle. Cependant, l'économie marchande ne profite encore qu'à une couche particulière qui se détache de la masse des travailleurs et s'efforce d'accéder à son tour à la position de la classe dominante. Dès lors, les structures de rationalité élaborées dans le nouveau mode de production s'aliènent elles-mêmes dans la forme traditionnelle de l'essence sacrée et la puissance barbare du Dieu primitif s'élève au prédicat de justice et de sagesse, symbolisant le compromis imposé par la bourgeoisie à la noblesse sous la forme du pouvoir universel du monarque, comme garant du droit contractuel. Ainsi, le mouvement ne se présente à la conscience que sous sa forme renversée. Il ne s'agit pas pour elle d'une nouvelle aliénation qui permet, sous le couvert de la transcendance, de perpétuer sur le contenu universel de la valeur d'échange la forme primative caractéristique de l'appropriation de la valeur d'usage. C'est bien plutôt la matérialité du travail producteur qui lui apparaît comme aliénation, et l'établissement de la propriété marchande est vécu par elle comme un retour à soi. Classe exploiteuse, mais en même temps opprimée, la bourgeoisie ne peut s'opposer à l'arbitraire féodal qu'au nom des valeurs universelles authentiquement constituées dans la production réelle, mais elle n'accepte cette même universalité que dans un horizon spiritualiste qui préserve ses propres possibilités d'accaparement et lui permet, une fois reconnue, de s'associer avec l'ancienne classe dominante pour la défense commune de la structure générale de l'oppression. Aliéné dans son alliance forcée avec la masse des travailleurs, le bourgeois se retrouve lui-même dans l'exclusivisme de ses droits de propriétaire et s'exalte à l'idée de réconcilier dans l'infini de la sagesse divine le rationalisme de la production marchande avec le mysticisme des participations immédiates, hérité de l'humanité primitive des chasseurs magiciens. Cependant, sous le travestissement imposé par la forme de l'appropriation, le contenu réel d'universalité se développe avec le progrès des forces productives. Dans l'expérience du travail matériel apparaissent constamment des médiations nouvelles, d'abord dans la forme occasionnelle de l'instrument, puis par le jeu de l'habitude dans la structure permanente de l'outil. De là surgissent de nouveaux concepts pratiques qui s'interprètent tout d'abord dans le cadre de l'idéologie régnante, comme forme magico-religieuse, ou à un stade plus avancé comme pure idéalité abstraite, mais imposent progressivement leur contenu effectif de vérité à mesure que le développement de la production se révèle comme incompatible avec les rapports d'échange définis par la forme établie de la propriété. Alors se constitue un nouveau mode de commerce, comme un mouvement de rapports proprement humain, où s'engendre toute valeur véritable en tant qu'il élève l'individu à une forme d'universalité supérieure et le libère ainsi à nouveau des particularismes locaux et familiaux
où se perpétuent les participations mystiques du statut barbare. Cependant, tant que se maintient le caractère dispersé des forces productives, le heurt des intérêts privés amène la classe qui profite effectivement des rapports nouveaux à restreindre une fois de plus les valeurs nouvelles au cadre traditionnel de l'appropriation privative, comme une nouvelle figure de l'esprit qui doit obtenir l'adhésion des anciennes classes dominantes en préservant l'essentiel de leurs droits acquis. À en considérer les protagonistes immédiats, l'histoire fut le mouvement des luttes et des compromis entre la bourgeoisie et la noblesse, la première imposant à la seconde des formes d'appropriation de plus en plus larges, tout en sauvegardant la base particulariste qui conditionne ses propres perspectives d'accaparement. Cependant, avec l'absorption de la force travail dans le processus du capital et l'expansion de la grande industrie, la bourgeoisie a épuisé ses possibilités de développement progressiste. Le conflit des forces productives avec les rapports de production établis ne peut plus se résoudre par un élargissement de l'appropriation privative, mais bien par sa suppression. Le mouvement s'accomplit dans le cadre même du système bourgeois, par la formation d'une classe dont les conditions objectives d'existence réalisent la suppression de tout privilège de classe. Produit spécifique de l'exploitation capitaliste, le prolétariat ne peut accéder à la propriété qu'en supprimant sa forme privative, et sa vie spirituelle implique la suppression de tout spiritualisme. Sans doute évoluant dans l'élément de la société ancienne, sa lutte implique-t-elle encore une ultime forme du sacrifice, mais ce sacrifice est conscient de soi. Il se sait soi-même comme une défense d'intérêts de classe dont le mouvement objectif entraîne nécessairement l'anéantissement de toute structure de classe. Par là se constitue l'horizon où se découvre le fondement réel du monde de l'esprit, et l'histoire n'est plus l'histoire des classes dirigeantes, qui n'est en fait qu'une préhistoire, mais l'histoire du travail producteur et des rapports humains. Sous le mystère de la transcendance où s'esquisse la conduite de l'accaparement, les valeurs traditionnelles se révèlent dans leur substance véritable comme des formes d'épanouissement de l'existence humaine, telles qu'elles s'élaborent dans la matérialité de la vie réelle. La dialectique matérialiste est la dialectique du prolétariat, en tant qu'il reprend possession au profit de l'humanité productrice des significations humaines détournées de leur sens humain par la coalition spiritualiste des intérêts privés. Dans l'universalité réelle de la société communiste, les symbolismes hérités du mysticisme de l'appropriation privative se maintiennent comme de purs souvenirs esthétiques d'un passé à jamais révolu. Ainsi prend fin l'aliénation qui enleva l'homme à la jouissance de la vie réelle, et la conscience se reconnaît elle-même dans son existence naturelle, où tout être prend pour elle une valeur infinie car elle est la nature elle-même dans son devenir humain. À un certain stade de leur développement, dit Marx, les forces productives de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou ce qui n'en est que l'expression juridique, les rapports de propriété à l'intérieur desquels elles s'étaient mues jusqu'alors. De forme évolutive des forces productives qu'ils étaient, ces rapports deviennent des entraves de ces forces. Alors s'ouvre une ère de révolution sociale. Le changement qui s'est produit dans la base économique bouleverse plus ou moins lentement ou rapidement toute la colossale superstructure. Lorsqu'on considère de tels bouleversements, il importe de distinguer toujours entre le bouleversement matériel des conditions de production économique, qu'on doit constater fidèlement à l'aide des sciences physiques et naturelles, et les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques. Bref, les formes idéologiques sous lesquelles les hommes deviennent conscients de ce conflit et le mènent à bout. Et pas plus qu'on ne juge un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même, pas plus l'on ne peut juger une telle époque sur sa conscience de soi. Il faut au contraire expliquer cette conscience par les contradictions de la vie matérielle, par le conflit qui existe entre les forces productives sociales et les rapports de production existants. Une société ne disparaît jamais avant que ne soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir, et jamais de nouveaux et supérieurs rapports de production ne se substituent à elle avant que les conditions matérielles d'existence en aient été couvées dans le sein même de la vieille société. C'est pourquoi l'humanité ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre, car à y regarder de plus près, il se trouvera toujours que le problème ne se présente que lorsque les conditions matérielles pour le résoudre existent ou du moins sont en voie de devenir. Esquisser à grands traits les modes de production asiatiques, antiques, médiévales et bourgeois, modernes peuvent être désignés comme autant d'époques progressives de la formation sociale économique. Les rapports de production bourgeois sont la dernière forme antagonique
du processus de production sociale, non dans le sens d'un antagonisme individuel, mais d'un antagonisme qui naît des conditions d'existence sociale des individus. Les forces productives qui se développent au sein de la société bourgeoise créent en même temps les conditions matérielles pour résoudre cet antagonisme. Avec cette formation sociale s'achève donc la préhistoire de la société humaine. Paragraphe 7. Le mouvement de la richesse et le devenir des dieux. S'il est vrai que la terreur fut à l'origine des dieux, cette terreur ne fut pas celle des phénomènes naturels, car si faible que soit le primitif devant les forces matérielles qui l'entourent, celle-ci ne pouvait par elle-même susciter à chaque fois qu'une émotion passagère. Et de fait, la religion des grands phénomènes de la nature n'apparut qu'à une époque relativement tardive, quand le progrès des forces productives exigea un symbolisme adéquat au nouvel horizon d'universalité. Au stade primitif, l'angoisse mystique se révèle dans toute sa naïveté originelle comme angoisse proprement humaine. Elle est la peur de la sorcellerie qui ne fait que résumer la peur de l'homme devant l'homme, puisque chacun est porteur d'un pouvoir mystique qui fait de lui un sorcier en puissance. C'est une croyance universellement répandue chez les primitifs que la mort n'est jamais due à des causes naturelles, mais quand celles-ci apparaissent de manière parfaitement évidente. Même quand celles-ci apparaissent de manière parfaitement évidente. Il attribue au contraire avec une conviction absolue à une action magique et se croit tenu d'en rechercher l'auteur pour le punir. Des représentations aussi obstinées impliquent un a priori qui ne peut renvoyer qu'à la réalité des rapports humains. La terreur du sorcier symbolise la menace d'agression qui pèse sur chacun dans une société où l'usage de la violence reste encore visible sous la répression superficielle des conventions statutaires. À considérer la vie humaine du côté de son activité productrice, les problèmes sont purement positifs, même quand ils ne se trouvent pas résolus. Et rien ne saurait y justifier l'angoisse du mystère. Mais le sens de la propriété éveille au fond de l'âme d'étranges inquiétudes. Il est le souci originaire où la transcendance du projet d'accaparement se trouve constamment ramenée à l'effectivité de l'existence de l'accapareur comme solitude et déréliction. Aussi la conscience éprouve-t-elle le besoin de se rassurer par le symbolisme du sacrifice, où la forme privative de l'appropriation lui apparaît comme la préservation magique de son intimité spirituelle. Cependant, au stade errant de l'économie chasseresse, la structure élémentaire de la production assurait pratiquement un équilibre de fait entre les divers producteurs et un système relativement simple de représentation mystique suffisait à le sanctionner sur le plan du droit. Sans doute les participations qui se constituaient dans l'échange de services permettaient-elles déjà une première forme d'exploitation au profit des anciens qui, détenant grâce à leur expérience la direction des opérations collectives, réalisaient leur influence en une supériorité magico-religieuse qui leur assurait des avantages réels. Ainsi, les vieillards australiens se réservent, grâce au système des rites, les femmes les plus jeunes, avec les meilleurs morceaux des bêtes tuées à la chasse. Mais il ne s'agit là que d'objets de consommation immédiate, et l'on ne saurait encore parler d'une opposition de classe, puisque l'égalité se maintient pour l'essentiel des moyens de production. Avec les débuts de l'accumulation dans la production domestique, le mouvement de la richesse fait éclater le cadre rigide du statut primitif, déchaînant les convoitises et installant la guerre à l'état permanent. La structure du conflit triomphe dans tous les rapports humains et l'échange de biens imposé par le développement des forces productives prend lui-même la forme agonistique d'un échange de défis. Le potlatch comme lutte de pur prestige est la reprise symbolique des luttes effectivement réelles qui continuent à s'ébaucher sous l'équilibre instable des rapports de production. Le don, ou dans les cas extrêmes, la destruction volontaire de la richesse, parfois de la personne même, du propriétaire, définissent la nouvelle forme du sacrifice, où chacun se livre à un acte symbolique de violence qui lui permet d'accaparer idéalement les biens de l'adversaire. Dans le spiritualisme d'un tel mouvement, l'essence sacrée, encore diffuse au stade précédent dans l'ensemble du groupe, se concentre sur un petit nombre d'individus favorisés par les conditions réelles de la production et des échanges. Le chef est celui qui a su s'enrichir en assurant la subsistance de ses compagnons, tandis que l'esclavage marque l'incapacité de faire face aux conflits qui définissent la réalité effective des rapports de propriété. Mais le mouvement se dissimule sous la magie de la notion du prestige et la forme de l'inégalité se fixe dans des titres nobiliaires où elle trouve sa justification mystique. Il serait difficile de trouver un exemple plus probant que le potlatch
de l'hypocrisie de la conscience spiritualiste de soi. Sous l'ardeur affichée des gestes généreux, chacun ne songe visiblement qu'à s'enrichir lui-même, en obligeant l'adversaire à répondre par une générosité encore plus grande. Et tout l'art de ce commerce consiste précisément à bien juger des possibilités réelles du partenaire. Mais ces calculs sordides qui se trahissent dans le formalisme extrême des démarches réciproques se drapent dans la transcendance d'une pure négation où chaque intention se présente sous la forme de son contraire. Cependant, le mouvement est trop intensément vécu pour ne pas receler quelque sens de vérité. Et de fait, l'indépendance de la personne à l'égard de ses biens consiste dans le concept de l'honneur qui se réalise de manière authentique et dans le processus économique de l'échange des richesses où le producteur se détache du produit singulier en s'élevant aux perspectives de la production totale. En tant qu'une telle totalité n'a pas encore trouvé les médiations réelles qui lui permettront de se déterminer en une structure autonome, elle n'implique ni la rationalité abstraite de la justice, ni la ferveur concrète de la charité, mais simplement le dépassement immédiat des possessions particulières dans le pur sentiment de la dignité de la personne humaine. C'est précisément une telle structure qui reparaît quand le commerce revient à la forme élémentaire du troc. Ainsi, Hérodote raconte comment les Carthaginois obtenaient de l'or en échange de marchandises dans un certain pays de la côte africaine. Ils débarquent leurs marchandises et les exposent en bon ordre sur le rivage, puis regagnent leur navire et font de la fumée pour avertir les gens du pays. Ceux-ci s'approchent et placent à côté des marchandises l'or qu'ils offrent en échange et se retirent. Les Carthaginois redescendent et examinent ce qu'ils ont laissé. S'ils jugent que la quantité d'or répond à la valeur des marchandises, ils l'emportent et s'en vont. Sinon, ils retournent à leur navire et attendent. Les gens du pays reviennent et ajoutent de l'or jusqu'à ce que les Carthaginois soient satisfaits. On ne se fait réciproquement aucun tort, les uns ne touchant pas à l'or avant que la quantité déposée ne leur paraisse en rapport avec leurs marchandises, les autres ne touchant pas aux marchandises avant que les premiers n'aient pris l'or. Ainsi, les valeurs spirituelles trouvent bien leur fondement authentique et leur contenu de vérité dans le mouvement des rapports proprement humains tel qu'il se constitue dans l'expérience originaire de la vie économique. Mais ce contenu se nie lui-même dans une forme mystique qui marque le maintien dans le jeu des échanges de la structure primitive de l'accaparement. Déjà au stade précédent, les rapports réels de solidarité qui se constituaient avec les échanges de services dans les pérégrinations du groupe se sont transformés en raison de la forme privative de l'appropriation en de purs rapports magico-religieux et le sens authentique du devoir s'aliénait dans le mysticisme des prestations statutaires qui permettaient aux vieillards de s'assurer des privilèges sensibles. Avec la constitution de la richesse, un nouveau progrès s'accomplit où l'essence sociale humaine implique désormais l'autonomie des divers producteurs qui, en s'élevant au mouvement total par l'échange de leur production propre, constituent cette totalité comme le sens jaillissant de leur existence particulière et dépassent ainsi la contrainte du devoir dans la liberté de l'honneur. Mais une telle signification, en raison du faible niveau des forces productives, s'absorbe immédiatement dans l'exclusivisme de l'appropriation privative et l'épanouissement collectif des personnes singulières dans le mouvement de l'échange s'aliènent dans la transcendance du pur prestige que les adversaires se disputent dans un véritable déluge de fanfaronnades, d'injures et de défis réciproques. Ainsi, le possesseur de la richesse est devenu propriétaire et le désintéressement affiché se révèle comme le prix dont se paie la reconnaissance du droit à l'accaparement. Dans le vécu d'un tel mouvement, les totems encore peu individualisés des clans primitifs se déterminent en une figure plus élevée. Ils sont les esprits personnels qui justifient les privilèges féodaux. Plus précisément, l'aliénation dans la richesse se présente sous la forme d'une possession par l'esprit qui définit pour le propriétaire féodal le sens intime de sa subjectivité vécue, le masque dont on recouvre le symbolisme des dons et destructions volontaires et qui le préserve désormais des menaces d'agression. Cependant, la forme du divin n'est pas encore pleinement constituée, car elle implique une transcendance qui absorbe non seulement les déterminations particulières de l'existence individuelle, mais cette individualité même en tant que telle. Un mouvement de ce genre ne se réalise qu'avec la concentration du pouvoir féodal imposé par les progrès de la richesse. En effet, les forces productives qui se développent avec l'agriculture, l'élevage et les débuts de l'artisanat donnent une importance croissante au commerce profane qui déborde le formalisme rituel du commerce de prestige.
Or, dans le mouvement des échanges de marchandises, se constitue une structure nouvelle des rapports humains où l'individu se dépasse lui-même en une universalité rationnelle. Mais une telle signification retombe immédiatement dans la structure persistante de l'accaparement. Elle apparaît comme un prédicat mystique du pouvoir royal, où la noblesse a apaisé ses querelles de prestige pour dominer la masse des travailleurs et absorber dans la propriété féodale des premiers résultats de la production marchande. À l'abri de l'organisation domaniale, le commerce local se développe au profit du seigneur et le roi est le délégué de la coalition féodale, le propriétaire symbolique de la richesse universelle. Sous sa forme exaltée, il est le Dieu qui protège les échanges humains et s'en adjuge le bénéfice. Ainsi apparaît la notion classique de la transcendance, où le mysticisme élémentaire des participations magiques s'enrichit des vertus humaines engendrées par le nouveau mode de production. Cependant, à ce stade originel, les attributs moraux sont encore peu accusés. Le Dieu s'impose tout d'abord par sa puissance invincible comme médiation universelle dans le mode de l'immédiat.